La cour d'assises de Paris, c'est ici et c'est un lieu où des vies basculent lors de procès sous haute tension, mais aussi très fort en émotion. Vous allez découvrir un document exceptionnel. Nous avons pu filmer en intégralité les 4 jours d'audience aux assises de l'Isère à Grenoble, à la fois dans le tribunal, mais aussi dans les coulisses. Dans le box, un homme accusé d'avoir tué sa femme. En première instance, il a été condamné à 24 ans de prison. Il a décidé de faire appel. S'agit-il d'un meurtre ou d'un assassinat? C'est tout l'enjeu des débats. Le document est signé Florian Schaum et Chloé Vienne. L'audience criminelle est ouverte. Il y a 10 mois, l'accusé a été condamné par une première cour d'assises pour le meurtre de son épouse. Il a fait appel de cette décision. En première instance, le jury n'a pas retenu la préméditation. Ce nouveau procès rebat les cartes. Une nouvelle cour d'assises, un nouveau jury, mais toujours la même question, a-t-il prémédité son meurtre? À l'époque des faits, l'accusé est séparé de sa femme. Depuis des mois, il la surveille, avec une seule angoisse, la surprendre avec un autre homme. C'est ce qui se produit cette nuit d'automne, à 2h40 du matin. Alors, je me nomme José, j'étais l'un compagnon de Lydia. Et ben cette nuit-là, elle a entendu un bruit. Pour la rassurer, je me suis levé. J'ai ouvert la porte. Je suis descendu. Regardez autour de moi, mais je vois rien de particulier. Donc je décide de rentrer. Je lui ai dit, tu vois, il n'y a rien. Ne t'inquiète pas. Elle a décidé de sortir son chien. Et là, j'ai entendu un bruit et j'ai vu le chien courir à toute vitesse à l'intérieur de la maison. Et là, le choc, j'ai vu Monsieur en train d'assassiner Lydia. Donc, demain, l'audience commence. Déjà, comment vous vous sentez? J'imagine que c'est difficile. Il va falloir tout refaire. La présidente nous a indiqué qu'elle prendrait les 4 jours. Je sais que c'est difficile particulièrement pour vous, puisque c'est votre père. Vous êtes pris entre le marteau et l'enclume dans cette situation. Ouais, c'est lourd à porter quand même. Je suis Guillaume Faure, je suis l'avocat des parties civiles et donc des victimes, notamment les filles de Lydia et de José Cassi. Avec la fratrie? Enfin, avec vos frères, plutôt? Moi, j'ai pas de contact. Je préfère pas en avoir. On était beaucoup famille. On se voyait beaucoup entre frères et sœurs. Souvent, tous les samedis ou les week-ends, on était ensemble. Et là, y a plus personne. Depuis les faits, la fratrie est déchirée. Les filles ont rompu tout contact avec leur père. Les fils, eux, tout en condamnant le meurtre, l'ont soutenu et aidé à organiser sa défense. Ça va? Je m'appelle Florent Giraud, je suis l'avocat de la défense, donc l'avocat de l'accusé dans ce procès. L'objectif, il est tout simple dans ce procès, c'est la peine. Voilà. Donc, il y a eu une discussion sur la qualification, c'est-à-dire préméditation ou pas préméditation. Moi, c'est ce que je pense que l'enjeu, c'est est-ce qu'il doit mourir en prison ou pas. Aurélia Ménessier, je suis également l'avocate de la défense, donc de l'accusé. Je m'appelle Valérie Blin et je suis présidente de cour d'assises à la cour d'appel de Grenoble. Je vais donc procéder au tirage au sort des 9 jurés chargés de vous juger. Je vous rappelle que vous avez la possibilité, avec vos avocats, d'en récuser 5, le ministère public pouvant en récuser 4. Juré titulaire numéro 29. Alors la cour d'assises, c'est un héritage de la Révolution française, donc ça remonte à 1789 et à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, puisqu'il est dit que la justice doit être rendue par le peuple, pour le peuple. Juré titulaire numéro 31. Récusé.
Récuser, ça veut dire que lorsque le juré va être appelé, elle va pouvoir dire ben non, ce juré est récusé, donc il va se rasseoir. Alors je leur explique que c'est très subjectif. Juré titulaire numéro 12. La défense comme le ministère public, donc comme information, que leur âge, leur profession, leur sexe, ils les voient et c'est tout. Juré titulaire numéro 23. On essaie de faire rentrer un mec. Récusé. Vous pouvez vous rasseoir, madame? Si vous avez un banquier à la retraite et que vous avez un dossier de braquage, vous allez le récuser. Ça peut être parfois aussi un regard. Hein. Vous êtes sur le banc de la défense, il passe et puis il vous regarde d'une façon. Vous dites non, ça va pas être possible apparemment. Il y a une hostilité. Bon, c'est des petites choses. Maintenant, vous êtes juge comme nous, donc ça signifie que non seulement à l'audience où vous ne devez pas ni montrer vos émotions, ni d'une façon ou d'une autre laisser penser que vous avez des a priori, il faut être ouvert lorsque on est juge, il faut être attentif, écouter pour comprendre. Donc surtout, aussi bien dans le fond que dans la forme, être impartial. Mais c'est vrai aussi à l'extérieur. Ça veut dire que lorsque vous sortez, si jamais vous croisez des parties civiles ou des avocats, il ne faut pas vous adresser à eux et puis éviter de parler de l'affaire entre vous à déjeuner parce que voilà... Il y a souvent beaucoup de monde autour de vous, donc on aura tout le loisir, tout le temps de le faire dans cette salle. Des questions ? C'est une gageure d'arriver à transformer des jurés citoyens, de les extirper de leur vie quotidienne, de leur métier, et d'en faire des juges. Souvent, ils se demandent s'ils vont être capables de juger, ils ont peur d'être dans l'émotion. Et c'est vrai qu'on doit veiller à ça également, à cette mise à distance nécessaire pour bien rendre la justice, parce qu'ils ont la même voix que les magistrats professionnels qui les accompagnent. Il est issu d'une famille des gens du voyage, non sédentarisés. Sa liaison avec Madame Lydia est mal accueillie par la famille de monsieur. La violence est ancrée dans le couple. On identifie de la part de monsieur de la violence psychologique, des cris, des propos humiliants et rabaissants. Il y avait également des menaces de mort. En juin 2018, Madame Lydia quitte le domicile conjugal. Elle va initier une procédure de divorce. Monsieur évoque une grande tristesse, sa perte de 30 kilos en 2 mois et une consommation d'alcool excessive associée à des médicaments. Lorsque je le questionne, il répondra « Elle est morte en portant mon nom. Elle est toujours dans ma tête ». Certes, on juge des faits, mais on juge avant tout un homme qui a commis ces faits. C'est pour ça qu'on passe autant de temps en cour d'assises sur la personnalité. C'est parce qu'il faut pour comprendre un passage à l'acte, il faut comprendre l'homme. C'est extrêmement important. Vous indiquez une phrase qui semble être importante pour lui. « Elle est morte en portant mon nom ». Oui. Parce qu'il me parle de ce divorce, de cette procédure de divorce qui est pas envisageable pour lui, ou même ses enfants m'expliqueront que le divorce n'existe pas. Donc c'est soit on vit ensemble, soit on tue. C'est ça. Enfin, c'est ça. Je peux pas affirmer ça, parce que c'est parce qu'on m'a dit, mais de dire que c'était un élément qui ne pouvait pas vivre, ce divorce. J'ai pas d'autres questions, je vous remercie. Merci, maître. Monsieur le procureur général, vous avez la parole pour vos questions. Christophe Barret, je suis procureur général près la Cour d'appel de Grenoble. Et donc, je dirige le ministère public pour l'ensemble de la Cour d'appel. Le procureur général défend les intérêts de la société. À charge aussi au procureur général de requérir une peine à la fin du procès. Dans cette affaire, si la préméditation est retenue, l'accusé risque la réclusion criminelle à perpétuité. Est-ce qu'il a évoqué ce que Lydia pouvait percevoir ou ressentir? Non, jamais. Vous avez une explication sur... Ça fait partie de cette impossibilité de parler de l'autre. Monsieur parle toujours des conséquences sur sa personne. Sur sa personne à lui? Oui. Merci de vous lever. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de qui vous êtes? Moi, ma vérité, c'est que j'aimais ma femme. Ma femme, elle était, pour moi, elle était tout, quoi.
Il va y avoir une rupture en 2013. Oui. Vous pensez qu'elle vous trompe? Et qu'est-ce qui va se passer? Ben, j'ai été pour la voir en premier et après, ben, j'avais le couteau dans les mains. C'est vrai que j'ai juste tailladé les joues. Vous avez Tailladé les joues. tailladé les joues. Oui, Alors, vous avez été condamné à 18 mois d'emprisonnement. À quoi ça a servi? pas grand-chose. Parce que j'ai fait une grosse erreur, maintenant. Et cette erreur, ben, je la paye. Maintenant, oui, je le regrette. Je le regrette parce que, voilà, j'ai fait du mal. J'ai fait du mal à mes enfants. J'ai fait du mal à mes enfants. Et par ma faute, ils ne se portent plus. Je vous demande pardon. J'ai jamais voulu ça. J'ai jamais voulu ça. Je vous demande pardon. Tout à l'heure, vous avez dit que vous aviez commis une erreur en parlant du geste que vous avez commis contre votre épouse. On ne parle pas d'une erreur, on parle d'un crime. Cette histoire, elle dure longtemps, comme dans la vie de tout le monde, un peu. Tout n'est pas toujours au beau fixe. Ben non. C'est comme dans tous les couples, il y a des hauts et des bas. Vous n'êtes pas parfait? Je ne suis pas parfait, je ne suis pas un homme parfait. L'une des parfaits. Vous avez tout à l'heure parlé d'erreurs que vous avez faites. Oui, j'ai fait des erreurs, oui. Vous avez fait des erreurs. C'est bien ce qui me semblait avoir compris dans ce que vous avez dit. Votre femme, à un moment donné, elle veut partir. Vous n'acceptez pas qu'elle parte? Non. Alors... J'aurais dû la laisser partir parce que je l'aimais. Et cette erreur, ben... Les faits se sont passés en octobre. Madame était partie, en fait, depuis 4 mois du domicile conjugal. Elle savait, en fait, que la surveillait. Quand on commet un meurtre avec préméditation, la préméditation, c'est une circonstance aggravante du meurtre. Une circonstance aggravante qui va faire passer la peine encourue de 30 ans pour un meurtre sans circonstance aggravante à la réclusion criminelle à perpétuité. Une voisine de monsieur José nous déclare que le samedi, elle a remarqué un individu âgé d'une 50aine d'années, le visage rond, trapu, porteur d'une casquette, qui faisait en fait des allers-retours sur la voie de chemin de fer. Et il est bien évident que ce n'est pas un chemin de promenade. Selon les policiers, l'accusé serait donc venu repérer les lieux l'après-midi du meurtre. La question, c'est de savoir s'il y a eu une préméditation ou non. Donc la voisine qui dit qu'il l'aurait vu à 17h, qui ne le reconnaît pas et qui va même au-delà de ne pas le reconnaître, qui identifie quelqu'un d'autre. Non, elle identifie. Ouais, enfin, elle dit qu'il y a un autre individu qui pourrait correspondre. Il me semble en tout cas qu'il y a vraiment très peu de points communs. J'aurais pas d'autres questions. Merci, madame la présidente. Merci, maître. Bien, la Cour vous remercie, monsieur le directeur d'enquête. Je vais donc demander à l'expert légiste de bien vouloir venir à la barre. À l'examen, nous avions donc retrouvé une femme d'environ 160 cm qui présentait un état de pâleur très intense. Au total, nous avions donc retrouvé 8 plaies à bornette. Le cœur en lui-même présentait une plaie à la face postéro-inférieure du ventricule gauche. Il s'agit en effet d'une blessure gravissime dont le taux de survie est inférieur à 5%. Alors, je souhaiterais qu'on puisse visionner certaines photos. Ce sont des images difficiles à visionner, donc les personnes qui souhaitent sortir de la salle peuvent le faire maintenant. Voilà, donc il s'agit de la blessure que nous avions notée A. Cette plaie, nécessairement, n'est pas consécutive à l'action d'un instrument tranchant. C'est une plaie qui est consécutive à l'action d'un instrument contondant. Merci, photo 7. Il s'agit d'une lésion traumatique de la lèvre, de l'émilèvre supérieure gauche. Et en regard, nous relevons l'absence de la couronne de la dent 21. Vous pouvez faire sortir, monsieur. Donc, je vous laisse poursuivre, monsieur l'expert. Vous vous attendiez à cette réaction? Vous la craignez? Non, c'est de la spontanéité. Il les avait jamais vues, ces photos.
Je ne sais pas quelles images il garde de cette nuit-là, même s'il sait qu'il a commis ces faits, qu'il en porte les conséquences. Il ne l'avait pas vue morte, il ne l'avait pas vue morte sous ses coups. Oui, mais bon, l'accusé, il doit être présent à son procès, donc après, libre à lui de regarder ou pas. Ce qui va être effectivement projeté sur les écrans. Et en même temps, il faut pouvoir les projeter parce que ça n'est pas virtuel. Oui, on juge des crimes, donc voilà, c'est concret et c'est parfois assez dur et insoutenable. Lydia, elle demandait juste une chose, c'est d'être aimée et d'être respectée comme femme. Tout simplement, il n'y aurait pas eu ce drame. Voilà. Monsieur, j'ai une question qui me taraude depuis tout à l'heure. Comment pouvait-il savoir que vous pouviez travailler de nuit s'il apprend le jour même votre existence? Je ne peux pas vous dire. Est-ce que vous ne croyez pas que ce serait plutôt en lien avec une surveillance en amont? Je pense aussi. C'est votre idée. Mais je suis presque sûr. La nuit du meurtre, elle vous réveille en entendant du bruit et elle dit « Je suis sûr que c'est lui ». Exactement. Oui, elle m'a dit ça. C'était une angoisse permanente, alors. Lorsque vous étiez seul, vous attendiez les secours, Lydia vous avait dit « Comment a-t-il fait pour me retrouver ?» Oui. Et j'aurai toujours ces images dans ma tête. Et franchement... La prochaine sur la liste, c'est ça? Je crois que je vais attendre dehors mon tour. Respirer, hein. C'est pour lutter contre le stress. C'est le début après, une fois que... C'est ça, mais c'est en fait, le plus important, c'est de bien débuter, parce que, si vous voulez, si on accroche des mots, machin, après on se prend un peu les pieds dans le tapis. C'est vrai. Voilà. Mais bon, faites bien bloc, allez, courage. On a la faculté de faire citer un certain nombre de témoins. Chaque partie, il faut bien le comprendre, a cette possibilité-là. Que ce soit l'avocat général, que ce soit l'avocat de la défense, que ce soit l'avocat des parties civiles, et même la présidente. C'est une guerre tranchée, centimètre par centimètre, il faut avancer pour faire prévaloir la vérité que l'on défend à cet instant. Quelle est votre vérité à vous, ou plutôt votre vision de la vie avec vos parents, avec votre père, avec votre mère? Comment ça se passait? Les deux, ils étaient malheureux, ils se disputaient à chaque fois. Moi, je trouve qu'on était voilà, une famille tout à fait normale. Mon père, il a beaucoup de défauts, mais il a beaucoup aussi de qualités. Il y avait beaucoup de violences verbales, race de chien, des choses de ce genre. Donc pour vous, elle aurait dû partir avant? Oui, bien avant, oui. Je savais de quoi il était capable. Est-ce que vous aviez le sentiment qu'elle était menacée par votre père? J'y croyais pas. Après, oui, je sais très bien s'il l'aurait vu avec un autre homme, il aurait mal réagi, mais jamais j'aurais pensé à ce qu'il a fait. C'est dur. Du jour au lendemain, je perds ma mère, je perds mon père aussi, en même temps. Il y a eu des conflits familiaux, donc au final, je perds mes frères aussi. C'est pas parce que je vais voir mon père en prison que je lui donne... qu'on est d'accord avec ce qu'il a fait. Je lui en veux énormément. Vous savez, je viens d'avoir un petit bébé. Et juste le fait qu'il ne pourra pas jouer avec son grand-père. Et que son grand-père est là en prison. Et que personne ne se parle et tout le monde se tire dessus. Là, on va dans les... On va à la geôle, donc on va dans le sous-sol du palais de justice pour rejoindre des box de parloirs qui sont attribués aux avocats qui souhaitent s'entretenir avec un client qui est retenu, détenu.
L'entretien qu'on a avec lui avant son interrogatoire, il est fondamental parce qu'il faut qu'on le soutienne à nouveau à bout de bras. Mais si vous tablez une défense sur la dénaturation d'une personne, c'est un échec assuré. Chasser le naturel, il revient au galop. Bon, allez. La dernière carte, elle est là, elle arrive. Une demi-heure. 40 minutes. Là, je vois que le stress monte. C'est des questions qui vont vous être posées. C'est juste pour qu'on ait déjà discuté. Voilà. Bon, bah, faut répondre. En fait, tu étais persuadé que ce que tu faisais, c'était parfait. Donc tu comprenais pas qu'elle puisse partir puisque tu étais parfait. C'est ça le truc. Maintenant, aujourd'hui, tu as compris que c'est plus compliqué. Bon. Faut absolument croire son client pour le défendre. Pas du tout. Non, nous, on n'est pas forcément obligés de croire à l'innocence d'une personne pour soutenir qu'elle ne doit pas être déclarée coupable. C'est le principe du bénéfice du doute et de la présomption d'innocence. Bah, défendre, c'est pas forcément dire que les gens sont innocents, c'est pas innocenter, c'est aussi beaucoup expliquer pour qu'on fasse œuvre de justice. Et il n'y a rien de moral là-dedans. L'accusé va présenter sa version des faits. Convaincra-t-il la cour qu'il n'a pas prémédité son meurtre ? Je vais demander à monsieur de bien vouloir se lever. Alors, vous voulez aller voir quoi à 2 h du matin? Je veux aller voir, où l'aider. Qu'est-ce que vous faites ensuite? J'ai regardé, j'ai fait le tour. Quand j'allais partir, j'ai vu une lumière s'allumer. Je me suis mis contre le mur vers la terrasse. Et donc ensuite, qu'est-ce que vous voyez? J'ai vu ma femme et l'autre sortir. Et là, Elle est habillée comment, votre épouse? je l'ai jamais vue avec moi, je l'ai jamais vue comme ça. Moi, elle était en pyjama ou une djellaba. Mais elle était en tenue, une nuisette toute transparente. Ça vous fait quoi, ça? Quand j'ai vu ça, là, j'ai vu rouge, quoi. J'arrivais plus à me retenir. Mon cerveau, je ne pouvais plus me contrôler. C'est arrivé parce que je l'ai vu avec cet homme, voilà. Voilà pourquoi c'est arrivé. La vérité, on ne la connaît pas. Il faut accepter d'arriver à ce qu'on appelle une vérité judiciaire. Ça n'arrive quasiment jamais que l'on sache tout d'un passage à l'acte, des faits que l'on a à juger. Donc il faut accepter ces zones d'ombre, faire avec, et puis et travailler à partir des éléments de preuve que l'on a, et uniquement avec ça. Mais vous retrouvez vite vos esprits, monsieur. Vous allez rentrer très vite chez vous. Je crois que c'est qui nous a dit qu'elle avait entendu, si elle n'était pas morte, vous alliez la finir. Non. Je jure à mes enfants que j'ai jamais dit que j'allais la finir. Et si je vous jure sur la tête de mes enfants, c'est que c'est la vérité. Aux enfants qui ne sont pas dans la salle, hein. Maître Faure, vous avez la parole pour vos questions. Je vous remercie, Madame la Présidente. Vous avez entendu M. Cassis, qui a indiqué à cet instant-là que Lydia est réveillée en pleine nuit, qu'elle est morte de peur, qu'elle le réveille à cet instant-là, et qu'elle lui demande d'aller faire une ronde autour, parce qu'elle est convaincue que c'est vous, parce qu'elle a entendu un bruit important au niveau de la fenêtre. Comment elle est réveillée à cet instant? La question, Maître Faure, c'est... Comment elle est réveillée à cet instant? J'y venais. Si la ronde, il l'aurait fait, il m'aurait vu. Il n'a pas fait aucune ronde. Vous dites qu'il a fait une ronde. Il n'a pas fait aucune ronde. La notion même d'avocat, ça vient de la racine latine advocatus, qui veut dire porter la parole d'autrui. On porte la souffrance des victimes. On explique à cet instant-là ce par quoi ils sont passés, quelles ont été les difficultés, tant des conséquences du crime qui a été commis, et également de porter la mémoire de la personne qu'on représente à cet instant-là, c'est-à-dire Lydia. Est-ce que vous considérez que, au fond, c'est quand même un peu, ou beaucoup, ou peut-être complètement, la faute de votre femme Lydia, ce qui s'est passé?
Non, je pense que c'était plus ma faute que la sienne. Parce que je n'ai pas su la comprendre. Et je n'ai pas su comprendre ma femme, voilà. Alors, vous venez de dire, je pense que c'est plus ma faute. Oui. Voilà. Est-ce que vous pensez qu'elle a une part de responsabilité, peut-être, qu'elle aurait dû vous expliquer pourquoi vous partez Oui. Oui? Oui. Le moment de la plaidoirie dans une cour d'assises, c'est un peu la cerise sur le gâteau. C'est-à-dire que pendant des semaines et des semaines, on va absorber des émotions, la souffrance des uns ou la compréhension des autres, et on va essayer d'en faire une synthèse générale. Le Mistral mord les corps des proches de Lydia. Ils se serrent tous près de ce petit cercueil d'1,65 m, pour l'accompagner dans sa dernière demeure. Elle avait 53 ans. Jusque dans sa tombe, elle aura été privée de sa liberté. J'aimerais que vous en ayez conscience. Elle voulait divorcer. Elle voulait être dépossédée du nom de son mari. L'histoire judiciaire retiendra qu'il est synonyme de la chronique d'une mort annoncée. Vous savez, il lui a certainement offert le meilleur. Je lui ai offert une situation matérielle. Il a adopté son fils. Il lui a permis de fonder une famille. C'est tout à fait vrai. Il lui a offert le pire aussi. Elle a été insultée, elle a été rabaissée, elle a été giflée, elle a été étranglée, elle a été tailladée, elle a été terrorisée. C'est ça la réalité, également. Et le pinacle, c'est cet instant où il l'assassine. C'est le dossier que vous avez à juger. Je lui pose la question de savoir, mais monsieur, vous allez pour lui parler, vous voulez la voir. Pourquoi vous partez? Moi, je pensais qu'elle serait dans le jardin. Qui peut croire ça? C'est pas vrai. La motivation première à cet instant-là, c'est le flagrant délit, c'est la punition, c'est la raison pour laquelle il a une casquette, c'est la raison pour laquelle il y va de nuit, c'est la raison pour laquelle il est porteur d'un couteau à cet instant. Parce qu'il sait ce qu'il va faire. C'est un crime de haine, d'égo et de propriétaire. Vous avez l'exemple même du crime de féminicide. C'est pas pour entrer dans l'air du temps et essayer d'en rajouter, c'est pas le cas, c'est l'exemple même. Voilà. Merci, maître. L'audience est suspendue. Elle reprendra lundi matin à 9 h. Veuillez vous lever. C'est ce qu'on dit, aller à Jacques Taès, les dés sont jetés et voilà, on attend. Monsieur le procureur général, vous avez la parole pour vos réquisitions. Les crimes ne sont jamais des affaires de famille ou des affaires privées, même quand ils ont été commis dans l'intimité d'un couple. Ils sont l'affaire de chacun des membres de notre société. Tant la violation de la loi est grave, vous avez compris que le sujet majeur est de savoir s'il a prémédité ce meurtre. La préméditation, dit la loi, c'est de s'organiser, se préparer, se donner les moyens de tuer. La préméditation n'exige pas que le projet ait été conçu longtemps à l'avance. Ça peut être quelques heures, quelques minutes même. Ce sur quoi vous allez avoir à vous déterminer, c'est est-ce que c'était prévisible ? Est-ce que c'était préparé? Ce n'est pas seulement un homicide, ce n'est pas l'action d'une pulsion. Voilà, c'est une exécution. Je vous demande donc de déclarer coupable de l'assassinat de Lydia, c'est-à-dire du meurtre avec préméditation de sa femme. La question, c'est quand devra-t-il reprendre sa place dans la société? Avant d'arriver au procès, est-ce que vous avez déjà une idée de ce que vous allez requérir, ce que vous allez demander? Non. Pourquoi? Parce que la peine, elle doit être fixée en fonction de deux choses. 1, la gravité de l'infraction. Et la loi, donc, prévoit un maximum. Et 2, ça c'est un grand principe en droit français, la personnalité du condamné. Pour ce crime, je vous propose de le condamner à 28 ans de réclusion
avec une période de sûreté. Je vous propose de prononcer une interdiction de séjour pendant 10 ans dans le département de la Drôme. Pour ceux qui ont connu Lydia, il serait scandaleux de le croiser là où était passée Lydia. Le réquisitoire, il faut y répondre à ce réquisitoire parce que on va asseoir une forme de supériorité. D'ailleurs, vous l'avez peut-être remarqué, on n'est pas à la même hauteur. Nous, on est au niveau du sol et dans toutes les salles d'audience, le parquet est surélevé. Donc, ce que le procureur général dit, c'est plus valable que ce qui va vous être servi ensuite par des personnes qui sont au service d'une cause privée, qui est celle donc de l'accusé. Maître Giraud, vous avez la parole. Pour la défense. Au moment où il part dans cette nuit, il y a une dualité dans son esprit. Il ne dort pas parce qu'il ne sait pas. Il ne peut pas dormir parce qu'il veut savoir. Est-ce qu'il sait comment ça va se passer? Est-ce qu'il sait où est-ce que ça va se passer? Est-ce qu'il sait s'il va la voir? Est-ce qu'il sait qu'il ne va pas la voir? Est-ce qu'il sait qu'il va la voir avec quelqu'un? Est-ce qu'il sait comment il va réagir quand il va la voir avec quelqu'un? Est-ce qu'il a cette capacité d'introspection? Il est incapable d'anticiper cette situation. Vous voudriez que ça corresponde à quelque chose de mûrement réfléchi et prémédité? Non. Un des buts les plus compliqués de la plaidoirie, c'est de tenir l'attention des jurés. Le réquisitoire, la plaidoirie, c'est des heures à écouter. Mais en même temps, on ne peut pas faire l'économie des arguments et de tout ce qu'on a à dire pour la défense de la personne. Des dossiers d'assassinat avec préméditation sans la moindre nature humaine. Il y en a tellement, mesdames et messieurs les jurés, que vous connaissez. C'est ce qu'on appelle les règlements de compte. C'est la même infraction, hein. Vous avez des bandes rivales sur fond d'affrontements et de trafic qui, pour de l'argent, vont élaborer des plans avec des armes qui n'ont rien à voir. C'est des fusils d'assaut. C'est du 11 mm. Et on exécute la personne pour de l'argent. Pas pour de l'amour. Pas pour des sentiments. Pas parce qu'on aime. Pas parce qu'on est délaissé. Pas parce qu'on est trompé. Pas parce qu'on est trahi. Pour l'argent. Dans ce type d'affaires, c'est 15 ans. C'est 20 ans de réclusion criminelle. Et pour monsieur, c'est 24, et puis parce qu'on a fait appel, c'est 28. 24 ans. Contre un homme qui a plus de 60 ans, ça s'appelle une peine de mort lente. Et c'est avec ces observations que je vous confie le sort, dirais-je, la vie de monsieur. Avez-vous quelque chose à ajouter pour votre défense? Je regrette vraiment de tout le profond de mon cœur. Je veux dire aussi à mes enfants, pardon pour tout le mal que je vous ai fait. Voilà, j'ai juste ça à dire. Les débats sont terminés. Mesdames et messieurs les jurés, nous allons nous rendre dans la salle des délibérations. Nous n'en sortirons qu'après avoir pris notre décision. Avez-vous une intime conviction? L'intime conviction, ce n'est pas une intime intuition. J'ai l'habitude de dire qu'on a tous assisté à la même audience, mais on n'a pas tous retenu la même chose et qu'il va falloir à un moment donné savoir, où chacun va mettre son propre curseur, savoir s'il a suffisamment de certitude pour condamner, ou bien s'il y a trop de doutes, eh bien le doute à ce moment-là va profiter à l'accusé. Les délibérations vont durer 5 heures. C'est un moment, un instant qui est suspendu dans l'air. Bien sûr qu'on aimerait être une petite mouche pour voir ce qui se dit dans le cadre du délibéré. Le travail est fait et la décision leur appartiendra. D'accord.
pouvez vous asseoir. À la question numéro 1, l'accusé est-il coupable d'avoir volontairement donné la mort à Lydia? Il a été répondu oui à la majorité de 8 voix au moins. À la question numéro 2, l'accusé avait-il préalablement à sa commission formé le dessein de commettre le meurtre ci-dessus spécifié? Il a été répondu oui. La Cour et le jury réunis condamnent à la peine de 24 ans de réclusion criminelle. Je vous avise que vous disposez d'un délai de 5 jours pour vous pourvoir en cassation. Passé ce délai, vous n'y seriez plus recevable. L'audience criminelle est levée. Veuillez vous lever. La peine n'est ni réduite ni allongée. Mais cette fois, la société a considéré que l'accusé avait prémédité son geste, comme le souhaitaient les filles de la victime et le ministère public. L'accusé n'a pas usé de son droit à se pourvoir en cassation.